Bourse, les challenges incontournables de cette rentrée 2026. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition, la première édition du Top Gun de cette année 2026. Commençons par les vœux. Prenons notre temps, car attention, cette vidéo Top Gun de rentrée va être chargée, très lourde, et j'ai beaucoup de choses à vous montrer intéressantes dans ces challenges de l'année 2026, et vous allez voir j'ai identifié des game changers potentiels. Vous allez voir, c'est du lourd. Alors installez-vous tranquillement. Qu'est-ce que je vous souhaite? Bon, qu'est-ce qu'on se souhaite? Nous nous souhaitons déjà la santé. C'est la base, c'est le socle. Alors, lorsqu'on a un socle, on peut construire une maison. Une maison, on la construit en briques. Donc, nous avons le socle de la santé. Qu'est-ce que l'on rajoute comme brique? Rajoutons la brique du succès professionnel. Rajoutons la brique du bonheur personnel. Classique. Rajoutons surtout la brique du mindset, du positive mindset. Il y en a marre des aigris, des collapsologues, des jaloux, de ceux qui se nourrissent du négatif, des perspectives négatives et de votre peine. Bref, la santé, le bonheur, le succès professionnel et le positive mindset, je vous souhaite une bonne année 2026, au mon nom bien sûr et au nom de l'équipe Swissquote. Les challenges incontournables de rentrée 2026, ils sont fondamentaux, ils sont techniques, ils sont magiques, ils sont nombreux. Premier challenge. L'inflation. Oui, regardez, cette fois-ci, j'ai 2 pages de notes. Tellement ça va être long. Bon, enfin long. Ça va être riche. Je vais essayer de ne pas faire trop long, c'est promis. Mais alors, d'ailleurs, vous notez, les slides sont revenus en français. Bon, j'espère que vous êtes contents. Alors, l'inflation US est-elle vaincue? Ouh, je rigole. La seconde vague d'inflation. Rappelez-vous, c'est ce qu'on nous annonce depuis 2 ans, et même depuis 1 an avec les tarifs douaniers. Oh, incroyable! L'inflation s'est effondrée en fin d'année. Et oui, tout le monde l'attendait à 3, 3,1, 3,2, 3,4, pourquoi pas 10? Elle tombe à 2,6, à 2,7 selon le CPI. Alors oui, je sais, le shutdown, les chiffres erronés, les chiffres sont pas bons, tout ça c'est du vent, en fait on est à 10. Si vous voulez, nous sommes à 10% d'inflation. Non, écoutez, l'inflation US est-elle vaincue? Les indicateurs d'inflation temps réel montraient qu'elle était beaucoup plus proche de 2,5 que de 3. Alors pourquoi tout le monde se choque qu'elle ressorte à 2,6 et 2,7? Pourquoi? Peut-être que vous l'attendez à 3 pour, je ne sais pas ce que vous souhaitez au fond de vous-même. Mais bon, bref. Alors, attention. À partir de janvier reprennent les mises à jour d'inflation classiques, standards. Il n'y a plus d'histoire de shutdown. Donc, il y a de l'agenda. Je vais là vous montrer les indicateurs d'inflation temps réel. Et, alors, elle n'est pas vaincue, mais on est plus proche de 2,5 que 3. Ce sera le premier point. Et ça reste la clé. Hein. Si vous voulez que la Fed reprenne la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Je vous rappelle que le S&P 500 est tout en... Il faut justifier sa valorisation. Donc là, il n'y a pas de marge d'erreur, quoi. Donc on l'a justifié par des bénéfices et par de la politique monétaire. Ça, c'est ce dont j'ai parlé en fin d'année. Là, on va aller creuser le sujet. Deuxième partie, je commence direct par un game changer potentiel. Et oui, les amis, et oui. La boîte de Pandore est ouverte. Scott Bessent l'a dit. Pourquoi pas changer tout simplement la cible d'inflation de la Fed? Bah oui, on se prend la tête. Il faut qu'elle soit à 2, on ne peut pas baisser. Imaginons, on la monte à 3. Bah c'est bon, on peut baisser les taux, hein, c'est parti. On baisse les taux à 0. Impeccable. Sérieusement, ça réfléchit dans le cercle gouvernemental à modifier cette cible d'inflation actuellement à 2. Pourquoi pas faire un range 1,5, 2,5 ou 1,3 du coup? Bah c'est bon, on est dans le range 1,3, on peut baisser les taux. Alors, le gouvernement ne décide pas de la politique monétaire, mais nomme le patron de la Fed. Ça, je vous dis, les amis, je vais donc vous montrer pourquoi c'est un game changer, et on va regarder ce que font les autres banques centrales. Et vous allez voir que certaines le font déjà. Donc c'est pas du vent, c'est pas du pipeau, c'est pas de la flûte. Et ça peut et ça va, je pense, arriver en 2026. La Fed va changer sa cible d'inflation. Et vous allez voir, ça va drastiquement changer les choses, notamment pour les anticipations de politique monétaire. Troisième partie, le taux de chômage US est-il hors de contrôle? On va reprendre une émission qui passe sur je ne sais plus quelle chaîne. Alors non, il n'est pas hors de contrôle, mais il est en hausse.
On va faire le point sur ce taux de chômage US parce que alors, la Fed prend une décision de politique monétaire le 28 janvier. Normalement, là, elle n'est pas censée baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux, mais ça peut aller très vite avec les chiffres d'inflation, le CPI qui tombe le 13 janvier, le PCE qui tombe. Alors, le PCE va tomber après. Donc, d'ici la Fed du 28 janvier, vous avez un CPI et un rapport NFP. Donc, justement, cette semaine, première semaine de janvier, rapport NFP. Et oui, on ne perd pas de temps. Vendredi 9 janvier, premier rapport NFP de l'année. Je rappelle que le taux de chômage est monté à 4,6% de la population active, que le salaire de la Fed est à 4,4%, que c'est chaud, et que s'il montait à 4,7% cette semaine, attention. Quatrième partie, justement, la Fed va-t-elle baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux au premier trimestre 2026? Et on commence par la décision de politique monétaire du 28 janvier 2026. Cinquième partie, la croissance des bénéfices sera-t-elle au rendez-vous? À partir de mi-janvier et jusqu'à mi-février 2026, oui je répète 2026, vous avez les résultats du quatrième trimestre 2025. Mais dans ces résultats du quatrième trimestre 2025, vous avez les perspectives de profit pour toute l'année 2026. Y aura-t-il ou non des profit warnings? Quelles sont les anticipations? Et autant vous dire que les anticipations sont perchées tout en haut, et pas que pour la tech. Là aussi, pas de marge d'erreur. Sixième partie, j'en ai déjà assez, vous aussi? Non, je rigole. Sixième partie, je vous ai dit qu'il y a plein de challenges de rentrée. Qui sera le Shadow Fed Chair de rentrée? Qui, peut-être d'ailleurs, contre le moment où j'enregistre et le moment où la vidéo sort, nous le saurons, mais c'est pas grave. Si vous le savez, si là vous regardez la vidéo, vous le savez déjà, peu importe. Peu importe. Je vais rappeler ce que c'est qu'un Shadow Fed Chair et pourquoi c'est majeur. Et ça va durer jusqu'au printemps. Septième partie, et oui, on continue. Est-ce que le QE technique, car oui, la Fed est en QE technique, va se transformer en QE classique? QE technique, QE classique. Vous allez voir, il y a un tout début, je vais vous montrer, c'est tout petit. Le bilan de la Fed repart légèrement à la hausse. Je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé ça. Le bilan de la Fed repart légèrement à la hausse. Il y a le début de quelque chose. Au huitième partie, le fait géopolitique. Alors là, boum, ça va durer quelques secondes. Chacun s'informe de son côté. Mais je voulais rappeler que cette rentrée 2026, le fait géopolitique va avoir un impact majeur. Et vous savez de quel fait géopolitique je parle. Attendez-vous à des annonces fortes, probablement dès ce mois de janvier 2026. Neuvième partie, challenge technique, le secteur de la tech. Bon, le secteur de la tech. Va-t-il marquer une pause technique? Reste-t-il de l'upside? Est-il en surachat massif ou pas? Vous connaissez la valorisation du secteur de la tech. On va faire un point d'analyse technique sur le secteur de la tech, le super secteur technologie de l'indice S&P 500, qui est le secteur clé du S&P 500. Deuxième partie, analyse technique du S&P 500. Alors, beaucoup attendent, et à juste titre, un retour un moment ou un autre au fameux support des 6200 points, l'ancien record, celui de fin 2024. Ça peut arriver quelque part en 2026. Est-ce que ça va arriver avant, au début, au milieu de l'année? On ne sait pas. On fait donc un point technique de rentrée de l'indice S&P 500. 11e partie, taux obligataires du marché. Les taux obligataires du marché sont sous contrôle de la Fed. Que nous dit l'analyse technique sur ces taux obligataires, notamment la partie longue de la courbe des taux d'intérêt qui est majeure pour les entreprises, pour l'État fédéral US. Point technique donc sur les taux obligataires US. Et de manière générale, les taux obligataires en Occident, voilà aussi bien sûr des taux obligataires japonais. Chers amis, bienvenue à cette première édition du Top Gun de l'année 2026. Pour les challenges incontournables de la rentrée 2026 sur le plan fondamental et le plan technique, le plan, je viens de vous le donner en vidéo, je l'affiche ici à nouveau sous vos yeux. Et je vous rappelle que vous avez la barre de temps qui est chapitrée, qui vous permet d'aller à la partie qui vous intéresse le plus, mais je compte sur vous pour rester du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. L'inflation US est-elle vaincue? Alors, on attaque directement par l'agenda. Ce mois-ci, vous avez l'inflation CPI du 13 janvier, le PCE du 29 janvier. Attention, la Fed dévoile sa première décision de politique monétaire le 28 janvier. Donc elle tiendra compte du CPI du 13 janvier. Et vous vous souvenez du dernier CPI. Donc là, j'ai l'agenda du mois de janvier. Je vous montre rapidement. Le 13, donc le CPI. Et vous avez à la fin du mois de janvier, donc l'inflation PCE
qui doit tomber de mémoire le jeudi 29 janvier, juste au lendemain donc, de la décision de politique monétaire de la Fed. Donc, tout le monde annonçait la vague inflation 3% et aux surprises, les chiffres de l'inflation CPI du mois de novembre, le CPI, le corps est tombé à 2,6, quasiment revenu au monde d'avant. Le consensus était à 3, voire pour certains 3,1, 3,2, 3,3, et pourquoi pas 4. L'inflation est vaincue. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'inflation. De toute façon, la croissance ne le permet pas. Bon, mais elle n'est pas à 2 pour autant. Je vous l'accorde. Est-ce une surprise? L'inflation est-elle vaincue? Je vous remontre les 2 lectures qui comptent de Trueflation. Je vous rappelle que Trueflation, qui s'améliore de semaine en semaine, vous propose une version du CPI et une version du PCE. Le saviez-vous? Je vous l'ai montré récemment, vous ne l'avez peut-être pas vu, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos. Trueflation propose une version du PCE. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde est surpris, puisque selon Trueflation, en novembre et donc pour la dernière mise à jour, nous étions beaucoup plus proches de 2,5 voire de 2 que de 3. Et le CPI est sorti à 2,6 et tout le monde s'étonne. Pourquoi? L'inflation temps réel le disait très bien. Donc, l'inflation US est-elle vaincue? Donc, quand j'enregistre cette vidéo, le Trueflation CPI est toujours autour des 2,3, donc plus proche de 2,5 que de 3, et le PCE est à 2,1. Encore une fois, je ne serais pas surpris au regard de cette inflation-là, et en plus la base de départ devient favorable à partir de janvier 2026, parce qu'à partir de janvier 2025, le CPI remontait. Donc il va falloir attendre les chiffres de février pour avoir cette base favorable, mais je ne serais pas surpris que nous ayons rapidement une confirmation que cette inflation est plus proche de 2,5 que de 3. D'ailleurs, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland tend à dire la même chose. On tend plutôt vers 2,5 plus que 3. Bon, en tout cas, l'inflation US est-elle vaincue? Je vous rappelle une chose, c'est que cette inflation en temps réel tient compte des tarifs douaniers. Alors, je vais poser la question différemment. L'inflation US est-elle vaincue s'il n'y avait pas eu les tarifs douaniers? J'ai presque envie de vous dire oui. Et oui, parce que ces tarifs douaniers ont bien un impact. Donc si là, en inflation temps réel, on est plus proche de 2,5 que de 3, vous retraitez cela des tarifs douaniers, on est à 2. Bon. En tout cas, le chemin reste important. Il y a une trajectoire super intéressante sur l'inflation immobilière, l'inflation des nouveaux loyers qui est négative, l'inflation immobilière temps réel qui est elle aussi à 2,3, alors que dans les indices inflation officielle, elle est encore à 3, donc il y a du downside, il faut toujours du temps pour que les chiffres officiels tendent vers l'inflation temps réel. Donc déjà, là, il y a quand même de quoi, je dirais, être assez optimiste pour ce qui est des premières mises à jour de l'inflation qui vont arriver au premier trimestre 2026. Game changer. Et là, j'invente pas un truc. J'ai pas sorti ça de mon chapeau que je n'ai pas. J'ai des casquettes, j'ai des bonnets, j'ai un béret, j'ai pas de chapeau. Game changer. Et si, what if, vous savez, what if. Les anglo-saxons aiment bien ce jeu. Et si la Fed changeait les règles? Alors attention, Scott Bessent, je vous laisse lire ce que j'ai mis sur le slide. Scott Bessent, on parle, mais il précise que avant de changer la cible d'inflation, il faut revenir à 2. Sinon c'est trop facile. Ça casse la crédibilité de la Fed. Imaginons que l'inflation revienne à 2 d'ici le premier semestre, la fin du premier semestre 2026. Dans les cercles gouvernementaux, et je vous rappelle que c'est Trump qui va nommer le prochain président de la Fed, c'est un sujet qui n'est pas qu'en début de réflexion, mais qui est déjà très avancé. On parle de changer la cible d'inflation de 2 fixe à plutôt un range entre 1,5 ou 2,5, voire entre 1,5 et 3. Du coup, ça veut dire quoi? Dès que l'inflation est dans le range, on est tranquille. Là, typiquement, avec les dernières données du CPI et du PCE, si la cible passe d'un range, d'un chiffre fixe de 2 à un range de 3, c'est bon, on peut baisser les taux, il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de problème d'inflation. Alors, ça vous paraît impossible. Regardez le tableau que je vous ai mis à droite. Je vous ai mis les cibles d'inflation des banques centrales dites majeures, les devises majeures du FX. Ça se fait déjà.
La Banque de réserve d'Australie, la Banque centrale d'Australie, a comme cible d'inflation un range entre 2 et 3. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, la RBNZ, a une cible d'inflation comprise entre 1 et 3. Pour la Banque centrale de Chine, on est plus autour de 3. Bon. Donc, pourquoi pas modifier? Et autant vous dire qu'une Fed dont le nouveau patron serait quelqu'un nommé par Trump, et sachant que Trump positionne ses pions au sein du FOMC, ça, je pense que ce sera un des game changers de l'année 2026. Donc, nous suivrons ça, bien sûr, chaque semaine. Le taux de chômage US est-il hors de contrôle? Alors, non. Bien sûr que non. Il est en hausse, ça c'est certain. En fait, les embauches, alors, il n'y a pas de vague de licenciement. Il y a une différence, un taux de chômage qui monte. Donc, effectivement le taux de chômage US, est à 4,6% de la population active. Je vous rappelle que la Fed a positionné un seuil d'alerte pour 2026 à 4,4, on est déjà au-dessus. Donc oui, la courbe n'est pas bonne. Attention, dans un taux de chômage qui monte, il y a deux choses. Il peut y avoir un taux de chômage qui monte parce que les entreprises n'embauchent plus, un taux de chômage qui monte parce que ça licencie. Actuellement, les entreprises, les embauches sont quasiment gelées, faibles. Il y a une vraie inquiétude, nous parlons d'un taux de chômage hors de contrôle en cas de vague de licenciement massif. Il y a une différence, pourquoi? Parce que un taux de chômage qui monte, mais sans vague de licenciement massive, ce n'est pas un régime de récession économique. Un taux de chômage qui monte parce que ça licencie massivement, c'est un régime de récession économique. Et ça, le marché action n'aime pas du tout. Donc, au stade actuel, il ne l'est pas. Et d'ailleurs, pas de perte de temps, puisque dès cette première semaine, dès ce vendredi 9 janvier, eh bien, mise à jour du rapport NFP, le taux de chômage est donc à 4,6% de la population active. Certains le voient monter à 4,7% de la population active. Est-ce que cela pourrait changer les anticipations quant à ce que fera la Fed pour sa première décision de politique monétaire, qui est le mercredi 28 janvier? C'est possible, ça va dépendre. En tout cas, le mois de janvier commence donc très fort sur le plan des fondamentaux. Et attention, je vous rappelle la fameuse règle de SAM, la règle de SAM qui est basée donc sur une moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage, et qui considère que si cette moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage dépasse 0,50, nous sommes dans un régime de récession. Attention, elle est à 0,43. L'indicateur de SAM est à 0,43, avec un taux de chômage à 4,6. Donc si le taux de chômage monte à 4,7 ou 4,8, attention, cela pourrait déclencher, trigger, disent les Anglais, cette règle de SAM. Nous n'y sommes pas, mais si vous voulez, un taux de chômage qui dépasse 5%, ça va commencer à être compliqué. En tout cas, ça va clairement accélérer le calendrier à venir des baisses de taux de la Fed et sa politique monétaire non conventionnelle, le fameux bilan de la Fed, dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. Nous continuons donc. La Fed va-t-elle baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux au premier semestre 2026? Mon opinion est oui. Alors, la Fed va-t-elle baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux lors de sa première décision de politique monétaire le mercredi 28 janvier? Je ne sais pas. Cela va dépendre du NFP du 9 janvier et du CPI du 13 janvier, et peut-être d'autres facteurs encore. Mais essentiellement ces deux-là. Par contre, je pense que oui, nous aurons une baisse de taux d'ici la fin du premier trimestre 2026. Alors, au stade actuel, bien sûr, ce début du mois de janvier, en attente des chiffres, le consensus n'y est pas du tout favorable. Selon l'outil CME FedWatch Tool, moins de 13% de chance d'avoir une baisse de taux le 28 janvier. Mais je pense que oui, nous aurons une baisse de taux le 18 mars, au plus tard le 29 avril. Et lorsque vous regardez les anticipations sur Polymarket, effectivement, ça s'aligne avec CME FedWatch Tool pour l'instant. Avant le NFP du 9 janvier et le CPI du 13 janvier, pour l'instant, le marché n'anticipe pas de baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. La croissance des bénéfices sera-t-elle au rendez-vous? Bien sûr, ça c'est la clé pour l'indice S&P 500. Pourquoi? Parce que les bénéfices, oui, sont tout en haut. Le consensus des bénéfices pour cette année 2026 est tout en haut, et pas que pour le secteur de la tech. Gardez bien à l'esprit que la valorisation du marché est très élevée, que le PE de Shiller Cap Ratio a dépassé son record
de 2021, mais qu'il est en vue du record de 2000, on n'y est pas encore. Le P.E. Schiller de 2000, c'est 44, nous sommes à 40. Donc, pas de perte de temps. En janvier 2026, c'est le début des résultats du quatrième trimestre 2025. Résultats du quatrième trimestre 2025 qui contiennent les prévisions pour 2026, parce que les entreprises produisent des prévisions. L'agenda, donc, ça commence de mi-janvier 2026 jusqu'à mi-février 2026. Les Magnificent Seven sont attendus en publication fin janvier, tout début février. Les anticipations de BPA sont très optimistes. Et d'ailleurs, très optimistes pour le secteur de la tech, de l'IA, mais pas que. Alors, justement, faisons le point un peu sur l'ensemble de ces sujets. Tout d'abord, en ce qui concerne les résultats du quatrième trimestre, qui vont être publiés entre mi-janvier et mi-février, le consensus est donc à une croissance des bénéfices de 8,3%. Alors, oui, 25% pour la tech, donc bien sûr la tech, encore une fois, fait tout. La tech fait tout, et la tech fait tout, même pour ce qui est du consensus. Vous prenez par exemple, actuellement, le consensus de croissance des bénéfices pour l'année 2026, c'est 15%. C'est 15%. Donc c'est plus que 2024. C'est pour vous montrer que le consensus est très optimiste. Quand on regarde dans le détail, le consensus pour 2026, je vous dis que c'était 15% pour la croissance des bénéfices, mais c'est 22% pour les Magnificent Seven, 22% pour les Magnificent Seven, et 12,5% pour le reste. Donc c'est 12,5% pour ce qu'on appelle le S&P 493, et c'est 22% pour le S&P 7, les Magnificent Seven. In fine, ça fait 15. Alors, c'est pas une moyenne arithmétique, vous avez compris, c'est pondéré. Donc oui, il y a de l'optimisme, il n'y a pas le choix. Pour justifier les niveaux actuels du S&P 500, en fait, pourquoi c'est majeur ? Il n'y a pas de problème lorsque le marché n'est pas en excès de valorisation. Lorsqu'il est dans des zones très hautes historiques sur le plan de la valorisation, ces résultats trimestriels sont majeurs parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Le moindre loupé et ses corrections. Et encore une fois, et nous l'avons répété avec Thomas dans nos prévisions annuelles, il y aura des moments cette année où le S&P 500 aura des corrections de 10 à 15% sur quelques semaines. Bien sûr que cela va revenir. Et ces résultats, là, plus que jamais, ces résultats comptent. Lorsque vous regardez le détail par secteur, donc globalement pour le S&P 500, croissance des PPR de 15% attendue, oui, la tech est à 28, mais regardez, les matériaux sont à 22, l'industrie est à 15. D'ailleurs, dans le S&P 500, si vous enlevez les méga caps, mais vous regardez que les large caps, c'est le secteur des matériaux de base qui était leader en 2025. Et puis ensuite, vous avez quand même globalement partout de la croissance des bénéfices qui est attendue, mais cela se concentre essentiellement sur consommation discrétionnaire, finance, communication services, industrie, matériaux de base et information technology. Donc il n'y a pas que la tech non plus. C'est quand même un très important à souligner. Qui sera le Shadow Fed Chair de rentrée ? Bon, alors, peut-être, potentiellement, vous le connaissez entre le moment où j'enregistre cette vidéo et où l'information est publiée, où la vidéo est publiée. Kevin Asset versus Kevin Warsh. Deux choses. Tout d'abord, un Shadow Fed Chair, c'est quoi ? C'est le patron de la Fed qui va être nommé par Trump, pour remplacer Powell, sauf que Powell, sauf s'il démissionne, reste à son poste jusqu'en mai prochain. Donc entre janvier et mai, vous allez avoir le patron officiel de la Fed et le patron à venir. Le marché est toujours dans l'anticipation. Et dans ces périodes-là, en général, le marché commence à avoir davantage l'oreille pour le patron qui arrive, le patron de long, le Shadow Fed Chair, que celui qui est encore en poste. Sachant que les décisions à la Fed se prennent, bien sûr, à la majorité, 7 membres sur 12 pour avoir... Alors, le patron de la Fed n'a pas de droit de veto, mais en cas d'égalité, c'est lui qui tranche, d'accord ? Puis il a une influence sur les membres du FOMC. Mais tout ça pour vous dire que la nomination du Shadow Fed Chair ce début d'année 2026 est majeure, car il va commencer à communiquer. Potentiellement, je vous parlais de la modification de la cible d'inflation. C'est peut-être lui qui va commencer à en parler, sachant que Scott Bessent en parle déjà. Il y a beaucoup de choses qui vont être majeures. Le marché va se projeter sur la façon dont le nouveau patron de la Fed se projette sur sa lecture d'inflation, les anticipations de taux d'intérêt, l'évolution du bilan. Donc le Shadow Fed Chair va compter. Kevin Asset, Kevin Warsh, les personnalités sont très différentes. Ça va être un choix important. Bon, bien sûr, le choix le plus accommodant, c'est Kevin Asset. Le sera-t-il nommé ou pas ?
Est-ce que là, vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà, bah, moi quand je l'aurai, je ne le sais pas, mais Kevin Hassett, pour l'instant, a celui qui a les intentions favorables des sondages. Ce sera majeur pour ce début d'année. Le QE technique va-t-il se transformer en QE classique? On parle des taux d'intérêt, bien sûr, quand on parle de la liquidité, on parle surtout du bilan de la Fed. On parle de cette liquidité nette US, et oui, chers amis, la Fed a stoppé son QT le 1er décembre. Mi-décembre, la Fed a lancé un QE technique à l'achat des obligations court terme. Ce n'est pas un QE classique, je suis revenu plusieurs fois sur ce sujet. Eh bien, je peux déjà vous dire que ça y est, il y a un tout début, il y a un tout début d'inflexion haussière du bilan de la Fed et de la liquidité nette US. Il y a un tout début d'inflexion haussière du bilan de la Fed et de la liquidité nette. Alors que la Fed vient à peine de lancer son QE technique. Et ça, c'est majeur et ça a un impact sur l'ensemble des classes d'actifs et j'aurai l'occasion d'y revenir 1000 fois. Regardez la liquidité nette US qui fait la synthèse du bilan de la Fed, du TGA, des opérations de reverse repo. Regardez. Rebond de la liquidité nette US sur le même point bas d'ailleurs d'octobre 2022. Et regardez, S&P 500, bilan de la Fed. Regardez, c'est tout petit, hein. Il y a un tout début d'inflexion haussière du bilan de la Fed. Et ce bilan de la Fed sera décisif pour cette année 2026. Alors je continue donc sur ces challenges techniques et fondamentaux de rentrée, bien sûr. Le fait géopolitique sera crucial ce mois de janvier 2026, ça je ne vous apprends rien, ne serait-ce que par rapport aux arbitrages entre les zones géographiques, l'impact sur le prix des matières premières, l'impact sur les taux d'intérêt, l'impact sur le marché des changes, bien sûr le fait géopolitique, je parle des développements autour de la guerre en Ukraine, et ça, typiquement, c'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment mesurer les effets, tant l'incertitude est élevée, notamment sur le sujet donc, ukrainien. En tout cas, plus que jamais, je pense que, c'est mon avis personnel, et c'est pour ça que j'ai juste mis un slide comme ça, et il n'y aura pas de contenu particulier, parce que je suis pas un expert de la géopolitique, et puis chacun s'informe facilement de son côté, mais il va se passer quelque chose. C'est ma conviction forte. Il va se passer quelque chose, un changement important au premier trimestre 2026 sur ce fait géopolitique, et l'impact sera fort sur les classes d'actifs en bourse. Alors maintenant, les grands challenges de rentrée sur le plan technique. Et le premier grand challenge de rentrée, bien sûr, le secteur qui domine tout, le secteur qui fait tout, vous avez vu pour les perspectives de profit. Le secteur de la tech US est-il en risque technique? Y a-t-il encore de l'upside? C'est parti, nous regardons son graphique. Prenons un peu de recul du long terme. Rien de mieux qu'un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles pour ça. Alors, oui, c'est suracheté, il n'y a pas de divergence. Oui, mais nous sommes en phase de surachat. Notez que les dernières phases d'entrée en bear market, en tout cas de repli de plusieurs mois, étaient précédées, alors forcément d'un surachat mensuel, représenté ici par l'indicateur technique RSI, mais notamment d'une divergence. Nous ne sommes pas en situation de divergence. Nous sommes en surachat en revanche. Un signal d'entrée en conso, c'est lorsque l'indicateur sort par le bas de la zone de surachat. Ce n'est pas le cas au stade actuel, pas quand j'enregistre cette vidéo. En fait, nous sommes ici dans une sorte de structure orange. En fait, c'est le même débat que le S&P 500. La question est de savoir, faut-il revenir tester l'ancien record sur le secteur de la tech, comme ici, au moment de la crise, de la guerre commerciale, et encore le marché a fait ici une ligne pénétrante haussière sans avoir retesté l'ancien record. Pour le moment, eh bien, est-il en risque technique? Non, mais même pas suracheté en hebdomadaire. Alors, nous sommes dans une compression qui prend la forme d'un trading range ici, sur l'indice S&P 500 Information Technology, mais ce range peut être un range de continuation. Dans tous les cas, le cas numéro 1, cette pattern se déploie, on sort par le haut, on continue. Si on en sort par le bas, on reteste la moyenne mobile à 200 jours et ça repart. Dites-vous bien une chose, c'est que les corrections de 5 à 10% sur la tech, ça se
paye. Donc pas de divergence sur l'horizon de temps mensuel. Le S&P 500, la correction technique est-elle inévitable? Va-t-elle commencer en janvier? Je vais vous montrer quelque chose. Le schéma de fin décembre 2021. Oui, rappelez-vous, le bear market le plus proche de nous. Le bear market le plus proche de nous fut le marché baissier de 2022. Vous vous en souvenez. Regardez le parallèle que certains analystes techniques font effectivement entre la structure, regardez bien, la structure de fin décembre 2021 avec notre structure de fin décembre 2025. Dans des conditions d'ailleurs de valorisation excessive dans les deux cas. Et donc ici à l'époque, eh bien, regardez, le marché avait terminé décembre au plus haut, et dès les premières semaines de janvier, il avait rompu ce niveau et entré en phase de correction. Vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku et regardez comme c'est propre. Tendance haussière guidée par le nuage, on casse le nuage, on rentre en correction. Tendance haussière guidée par le nuage, guerre commerciale ici, on casse le nuage, correction. Et là, tendance haussière guidée par le nuage. Donc, si vous voulez, la comparaison avec fin décembre 2021 est ici. Ok, très bien. Et à l'époque, dès janvier 2022, le marché avait droppé. Mais il avait donné le signal du drop. Il avait cassé un support. Et donc, cette pattern, elle, visuellement, est semblable. Mais pour donner un signal de vente, il faut casser un support. Je dirais donc que tant que le S&P 500 se maintient au-dessus des 6750 points, nous ne sommes pas dans un scénario similaire. Naturellement, casser les 6750 points, recasser la moyenne mobile à 50 jours, c'est entrer dans une phase de correction au minimum à 6500 et probablement un retest de la moyenne mobile à 200. Mais je vais vous dire, cette correction, 10 à 15%, finira par arriver. Elle est très saine. Il n'y a même pas besoin de raison pour ça. Si elle intervient, c'est une opportunité. Quand acheter du Nvidia? Ici. Là. Revenir tester cet intervalle entre 6150 et la moyenne mobile à 200 jours. Encore une fois, cela ressemble beaucoup, en effet, au schéma de marché. Ça ressemble beaucoup au schéma de marché de, regardez bien, fin décembre 2021. Et les toutes premières séances de janvier 2022 ont cassé les supports. Sauf qu'à l'époque, c'était différent. Hein. La vague d'inflation, la Fed commençait à remonter ses taux, etc. Attention, on ne peut pas tout comparer. Mais si on reste que sur des considérations techniques, ça ressemble, mais nous n'avons pas cassé de support. Sans cassure de support, pas de correction. Donc, surveillez 6750 points. Alors, d'un point de vue de la participation, je trouve qu'il y a encore beaucoup de vendeurs. Beaucoup trop de vendeurs. Pour un scénario correctif immédiat, mais les choses ici peuvent changer très vite. Et d'un point de vue quantitatif, il n'y a pas d'excès, qu'il s'agisse du pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours ou du pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, ce scénario de bis repetita, de répéter janvier 2026, de répéter janvier 2022, n'est pas forcément écrit, même si je pense que viendra le moment où le marché fera un retour. Attention donc à ne pas croire que cela interviendra dès début janvier. Si le signal est donné, il n'y a pas de sujet. Donc, surveillez moyenne mobile à 50 jours et le nuage daily ici du système Ishimoku qui est particulièrement efficace pour donner les signaux. Et je termine par un point technique sur les taux obligataires. Alors, un risque sous contrôle de la Fed, puis il faut aussi parler bien sûr des taux japonais, parce que vous savez que la remontée des taux japonais exerce une pression haussière sur les taux longs occidentaux via une vente des obligations. Alors, occidentales, les taux longs japonais sont toujours en phase de bull run, d'excès, c'est spéculatif tout ça. Je pense que ça finira par retracer. Quand j'enregistre la vidéo, c'est pas le cas. Alors, les taux européens, les taux US, c'est très simple. Vous êtes en compression tout en haut. Ça fait maintenant 2 ans que les taux longs US sont tout en haut. Nous sommes ici dans un range. Le marché ne l'a pas quitté. Donc, c'est flat. C'est archi flat. Mais il n'y a pas, récemment, nous ne sommes pas là dans une phase, les taux sont à un niveau élevé, mais techniquement parlant, sont toujours dans cette phase qui peut être, in fine, une phase de distribution. Le rendement, donc le marché est à plat, les taux longs sont à plat. Les taux longs sont complètement à plat. La suite dépendra d'ailleurs cette semaine
du tout prochain rapport, NFP. Et lorsque vous regardez le 2 ans américain, c'est pareil. Lui, il est vraiment tout en bas. Il est au bord du gouffre technique. Le 2 ans américain fait sauter ça, c'est le retour à 2,97 sur ce sommet-là. Et là, si c'est le cas, c'est vraiment parce que soit le taux de chômage refait un tic à la hausse, soit vraiment les bons chiffres de l'inflation de fin d'année dernière sont confirmés dès janvier. Dans tous les cas, d'un point de vue technique, il n'y a pas là, ce tout début d'année, de signaux d'alerte d'envolée des taux d'intérêt. C'est même plutôt des supports ici qui pourraient céder. Dans tous les cas, que ce soit le 10 ans américain ou le 2 ans américain, ils sont dans des compressions, des phases latérales dont le marché sortira bientôt en lien avec les fondamentaux qui vont arriver début d'année. Bref, le S&P 500, oui, est topiche, mais vous savez ce que l'on dit. Alors, s'il casse un support, il n'y a pas de sujet, on reviendra là. Vous savez, il y a un adage qui dit qu'un marché peut rester irrationnellement haussier beaucoup plus longtemps que le camp vendeur ne peut rester liquide. Donc attention à ne pas anticiper, mais par contre, à accepter un signal s'il devait être donné de manière limpide. Merci à toutes et à tous, et bonne rentrée. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.